Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Je suis très heureux de vous retrouver. Il fait beau et chaud, 29 degrés ici dans le Grand News. Bien sûr, nous sommes en direct, je le rappelle. On va parler de la poularde de Bresse aux homards du film d'Elle, de l'aile ou de la cuisse. Vous vous en rappelez, c'était avec Louis de Funès il y a quelques années. C'est notre plat du cinéma de ce mercredi soir. Regardez. Bonjour messieurs. Alors, bien le bonjour, on y va. Tous les produits sont là. Alors je vais commencer. Donc là, on va faire la poularde de Bresse, magnifique, super belle, accompagnée avec de homards, donc que du bon, que du luxe aujourd'hui. Alors pour l'inspiration, musique. Non, pas ça, pas ça. Du Wagner, c'est pour les grands restaurants. Ici, on n'est pas un grand restaurant. C'est un petit restaurant, mais nous, on est un peu plus rock quand même. On est un peu plus rock'n'roll. Donc, envoyez autre chose. Trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée. Et dépêchez-vous. Ah, voilà, ça me plaît, c'est bien, c'est parfait, c'est nickel. Donc on va prendre cette poularde de Bresse, mais on va la cuisiner différemment. On va faire un pot-au-feu, donc une recette classique, pot-au-feu de homard, et de poularde, avec plein de légumes printaniers. Donc les jeunes, ils sont en forme, ils sont bien vivants, ils sont là. Donc on attaque. Donc là on va commencer par faire un bon bouillon, une bonne nage, et on va y mettre nos carcasses de homard dedans. Donc là on garde les pinces pour tout à l'heure. On va utiliser tous les légumes, donc toutes les parures, un peu de zeste d'orange, une rhubarbe, 2 petites carottes fan qui vont cuire là-dedans, un zeste de citron également. On va y mettre un demi-oignon rouge pour la colorer un peu, 2-3 navets. Donc tout ça, ça va cuire en même temps. Un bout de gingembre éclaté, on va mettre l'essentiel là du bouillon, c'est le goût qu'il nous faut. On va y mettre les chutes d'asperges qu'on ne va pas utiliser. Hop, et il me manque une citronnelle. Voilà. Une bonne pincée de sel fin. Une bonne pincée de piment d'Espelette. Ici, il n'y a pas un plat où il n'y a pas du piment d'Espelette pour réveiller tout ça. Et ça, on le met à cuire une quarantaine de minutes. Et on va commencer à préparer tout ce qu'on va mettre dedans. On va passer à la préparation de la poularde et du homard et de tous nos petits légumes qui vont l'accompagner. Donc on va prélever le suprême. Là, on va le parer légèrement. On va avoir un corps de homard et la pince. Donc ça, ces deux éléments, on va les mettre à cuire ensemble dans la nage qu'on a lancée tout à l'heure. Maintenant, on va se préparer à côté tous nos petits légumes printaniers. Donc là, dès qu'on arrive à ébullition, évidemment, il y a toute cette écume qui remonte à la surface. Il faut l'enlever pour avoir un bouillon super clair derrière. Donc là, on a sorti la queue, la pince et le filet de volaille du bouillon. Ils y ont plongé 4-5 minutes. On les sort bleus. On va le filmer, ça. Et on va laisser tirer maintenant, pareil, pendant 5-6 minutes, comme ça. Et là, ça va permettre de finir de cuire et d'avoir un moelleux extraordinaire, que ce soit sur la volaille et sur le homard. Bon, ben voilà, maintenant on a tous les éléments devant. Là, on a nos petits légumes, donc on va les mettre qui sont dans la nage, évidemment. On va les mettre au fond de l'assiette. On va mettre la moitié du suprême là, le homard. On verse maintenant notre bouillon sur le homard, sur la poularde. Donc là, on va avoir une belle osmose. Et sur le dessus, on a plein d'éléments perturbateurs entre le gingembre, le sel fumé, les petites salades de jeunes pousses, hop, les pickles d'oignons rouges. Donc ça, c'est génial. On va avoir une belle acidité. La rhubarbe, pareil, qui est passée au citron. Et par-dessus, donc au dernier moment, on a fait un peu de sarrasin grillé. Et voilà ma poularde de Bresse et homard, revisitée, un peu plus rock'n'roll, bien sûr. Merci. À quoi ressemblait la vie dans le camp d'Idomeni? Nous vous l'avons montré hier. Regardez,
c'est quelques explications de notre correspondant africain là-bas. خلاص روح ماشي زبون يلا لا تسند عليها لا تسند عليها بتوقع هاي يلا يا بون دونيستون بون يلا يا بون دونيستون بون يلا بون بون Don't good Avrupa. La présidentielle en Autriche qui s'est déroulée hier a un sursaut de la vie-citoyenneté. C'est ce que nous explique Philippe Ricard. Il est le service international au monde et pour nous, le Grand News. Attaquer la porte au nez. Avec 50,3% des voix, c'est l'écologiste Alexander Van der Bellen qui vient d'être élu président de l'Autriche au terme d'un second tour très serré. Avec nous pour décrypter ce résultat, Philippe Ricard. Alors, ces victoires du candidat écologiste, c'est une vraie surprise puisque le candidat au premier tour avait un retard de plus de 30 points. Comment est-ce qu'il a refait son retard? C'est une vraie surprise. Disons que c'est une surprise espérée dans la mesure où effectivement M. Van der Bellen avait un énorme retard de 30 points sur Norbert Hofer, le candidat de l'extrême droite du FPE, qui était arrivé en tête du premier tour avec un peu plus de 35% des voix. Mais je pense qu'il y a eu une espèce de sursaut citoyen. Ça n'est pas un front républicain, ce n'est pas tellement dans la tradition autrichienne. Les deux grands partis au pouvoir pourtant qui forment une grande coalition, c'est-à-dire les sociodémocrates autrichiens et les conservateurs autrichiens, avaient trébuché eux aussi au premier tour. On fait les frais d'un vote très protestataire de la part de l'électorat autrichien au profit de l'extrême droite. Anti-establishment. Anti-establishment, anti-grande coalition, trouvant que cette grande coalition droite et gauche, ça ne donnait pas beaucoup de résultats, qu'il y a beaucoup de blocages en fait, entre les conservateurs et les sociodémocrates. Donc il y avait clairement un vote de rejet du gouvernement autrichien. Dans l'entre-deux tours, il y a eu un changement de chancelier. Werner Faymann a été remplacé par Christian Kern, qui est lui aussi social-démocrate, mais ça a permis, je pense, aux deux grands partis de l'establishment, on va dire, de montrer qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient entendu le message de protestation, donc ça a joué. Et même en l'absence de front républicain, je crois qu'il y a eu aussi une mobilisation de citoyens en fait, qui se sont dit que c'était peut-être mauvais pour l'image de leur pays et qui voyaient M. Hofer comme un bon porteur, un bon porte-parole d'une certaine protestation, mais pas encore comme chef d'État et gouvernement aux manettes du pays. Alors à l'issue de ce scrutin, on a le sentiment que l'Autriche est électoralement coupée en deux entre les gens qui ont voté pour le FPE et ceux qui ont voté contre. Est-ce que les Autrichiens vont se réveiller avec la gueule de bois? Alors, certains vont se réveiller tout à fait soulagés par ce résultat, parce qu'on voit quand même que c'est court, hein, c'est environ 31 000 voix d'avance pour le candidat Alexander Van der Bellen, proposé par le Parti écologiste, mais avec le soutien de tous ceux qui s'opposent à l'extrême droite, finalement. Donc, M. Van der Bellen, finalement, a réussi à se positionner vraiment comme le bouclier
contre l'extrême droite. Donc pour une bonne partie de l'opinion publique autrichienne, ça va être un ouf de soulagement. C'est vrai que le pays va être probablement très divisé et que le vote d'ailleurs suit aussi des lignes de clivage entre les villes qui ont plutôt voté pour le candidat Van der Bellen et les campagnes, les länders plus ruraux qui eux ont apporté des suffrages massifs pour l'extrême droite. Donc il y a certainement effectivement des divisions qui vont compliquer la vie d'ailleurs de la grande coalition, puisque c'est finalement la grande coalition qui va être maintenue au pouvoir de fait, entre les conservateurs et les sociodémocrates, qui sont les perdants du premier tour, mais qui là minimisent la casse et vont se retrouver face à un président de la République qui a promis de conserver le gouvernement tel qu'il est et de ne pas précipiter les échéances électorales, les prochaines législatives étant prévues plutôt pour 2018. Alors ce scrutin a été très observé par les partis d'extrême droite un peu partout dans l'Europe. Quel rôle a joué l'euroscepticisme dans ce scrutin ? Alors, l'euroscepticisme, c'est un des fondamentaux du parti d'extrême droite FPÖ en Autriche. C'est clair que c'est un parti qui, comme d'autres confrères en Europe, notamment le Front National, mise sur cette carte. Cette fois-ci, l'euroscepticisme est surtout venu par le biais de la crise migratoire, en fait. La crise migratoire a permis au FPÖ, au moins avant le premier tour, de matraquer tous ces arguments contre le dysfonctionnement de l'Europe, contre la politique trop généreuse à l'égard des réfugiés que Mme Merkel avait prônée, avec le soutien du gouvernement autrichien d'ailleurs dans un premier temps. Ce gouvernement ensuite, le chancelier Faymann s'est plutôt tourné vers Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, pour resserrer les conditions d'accueil et de transit des réfugiés vers son pays, vers l'Allemagne. Donc c'est plus par ce biais-là que le FPÖ a beaucoup gagné de voix, je pense, au premier tour, avec un discours anti-européen, mais plus lié à la gestion par l'Europe de la crise migratoire, un discours très identitaire également, pour beaucoup anti-islam, qui lui a permis de rassembler un certain nombre de voix. Mais dans l'entre-deux tours, sachant qu'il fallait quand même qu'il rassemble au-delà d'un vote de protestation, et au-delà de ses partisans peut-être habituels, M. Hofer, pour l'extrême droite, a essayé de recentrer son discours et à dire simplement qu'il n'était pas eurosceptique, en tout cas il n'était pas contre la sortie de la zone euro ou de l'Union européenne, qu'il souhaitait juste réformer l'Union européenne. Mais manifestement, ce sont des gages qu'il a donnés qui n'ont donc pas suffi. Merci Philippe pour toutes ces précisions. Et pour continuer de suivre cette élection, rendez-vous dans les pages internationales du Monde et du Monde.fr. Bonne visite. Vous vous posez certainement la question consacrée bien sûr à l'espace. Peut-on faire de la voile dans l'espace? C'est ce que nous explique Mickaël Mancier. Il est notre correspondant. Peut-on faire de la voile dans l'espace? En 1963, l'auteur de science-fiction Arthur Clarke décrivait dans sa nouvelle « Le vent qui vient du soleil » une course de voiliers solaires entre la Terre et la Lune. C'est aujourd'hui une réalité, même si les concurrents sont encore à essayer de construire un voilier capable de naviguer. Le principe est le même que les voiliers qui parcourent les mers, mais l'air est remplacé par la lumière et le vent par ce qu'on appelle la pression de radiation. Pour en comprendre le principe, prenons d'abord une situation simple, le choc de deux boules de billard. L'une des boules, rouge, est à l'arrêt, et l'autre, blanche, vient la frapper avec une vitesse de 10 km/h. On observe alors que la somme de la vitesse des deux boules est la même avant et après le choc, c'est-à-dire ici 10 km/h. Donc, après le choc, si la boule rouge part avec une vitesse de 10 km/h, la boule blanche se retrouve à l'arrêt. Si la boule rouge part avec une vitesse de 7 km/h, la boule blanche continuera son chemin à 3 km/h. Remplaçons maintenant la boule blanche par une boule de pétanque, qui est un peu plus grosse mais surtout 4 fois plus lourde. Dans ce cas, ce n'est plus la somme des vitesses qui est la même avant et après le choc, mais la somme de ce qu'on appelle la quantité de mouvement, c'est-à-dire la masse multipliée par la vitesse. À vitesse identique, la boule de pétanque a une quantité de mouvement 4 fois plus grande que la boule de billard. Et donc, si après le choc, la boule de pétanque s'arrête, la boule rouge partira avec une vitesse 4 fois plus importante, c'est-à-dire 40 km/h. Sur la voile d'un voilier immobile, les chocs ont lieu entre le vent, c'est-à-dire les molécules d'air en mouvement, et la voile. On est donc dans une situation où l'objet en mouvement est extrêmement léger par rapport à l'objet initialement immobile.
Pour être précis, une molécule d'azote pèse environ 10 puissance 27 fois moins qu'un petit dériveur, c'est-à-dire 1 milliard de milliards de milliards fois moins. Mais comme il y a aussi de l'ordre de 10 puissance 27 molécules qui frappent la voile chaque seconde, les masses globales sont finalement du même ordre de grandeur. Et le vent peut donc communiquer une quantité de mouvement significative au bateau. Cet échange de quantité de mouvement accélère le voilier. Et tant que le vent souffle, le voilier continue à accélérer. Bien sûr, les frottements sur l'eau le freinent, et le voilier va finir par atteindre une vitesse de croisière où l'accélération produite par le vent est égale au freinage produit par l'eau. Les voiles solaires sont poussées par la lumière. La lumière est composée de particules, qu'on appelle des photons, qui transportent une toute petite quantité de mouvement, en moyenne de l'ordre de celle d'une molécule d'air se déplaçant à moins de 0,1 km/h. Imaginons maintenant que nous déployons notre voile solaire quelque part entre la Terre et la Lune. La principale source de lumière est bien sûr le Soleil. Mais malgré sa puissance, la faible quantité de mouvement individuel des photons fait que, pour obtenir une quantité de mouvement total similaire à celle d'un vent à 1 km/h sur la voile d'un petit dériveur, il faudrait une voile solaire de près d'1 km². Heureusement, dans le vide, rien ne vient freiner le voilier solaire. Et avec une accélération faible, mais constante, le voilier peut finir par atteindre des vitesses importantes. Par exemple, avec une accélération identique à celle que fournirait un vent de 1 km/h, la vitesse serait de 65 km/h au bout d'une heure, mais plus de 6000 km/h au bout de 2 jours. Et le voilier aurait déjà parcouru 150 000 km au bout de ces 2 jours, soit la moitié de la distance Terre-Lune. En fait, ce n'est quand même pas aussi simple, car même dans le vide, il y a une force qui peut s'opposer à celle de la pression de radiation, la gravitation, c'est-à-dire l'attraction terrestre et celle de la Lune. Pour les limiter, il faut donc construire le voilier le plus léger possible, mais cependant avec une gigantesque voile. De telles voiles sont bien trop fragiles pour résister aux conditions à la surface de la Terre. Les prototypes de voiles solaires sont donc envoyés dans l'espace comme des satellites et ne sont dépliés qu'une fois sur orbite, ce qui représente un vrai challenge technique. Plusieurs missions ont déjà tenté de réaliser cet exploit. En 2011, NanoSail D2 de la NASA déploie avec succès une voile de 10 mètres carrés. De nombreux autres projets sont en cours, avec pour objectif de réaliser à terme des satellites ou des vaisseaux spatiaux autonomes, ou simplement de permettre de changer l'orbite des satellites ayant épuisé tout leur carburant. Et pourquoi pas d'organiser des régates solaires ? Prochaine rediffusion du Grand News, c'est ce soir à 22h55. Vous avez été très nombreux à suivre hier soir sur le groupe M6 Céline Dion qui a tout dit de la plus grande franchise qu'elle puisse admettre. Fin de cette émission, vous pouvez retrouver, je vous l'ai dit, la rediffusion du Grand News ce soir à 22h55. Pour ma part, je vous retrouve demain à 20h15. Enfin, j'espère peut-être.